scientifiques et dans les très nombreux bureaux austères des magistrats instructeurs du pays entier. Grâce à la création vitale de ce puissant outil d'investigation biométrique centralisé, d'innombrables enquêtes judiciaires particulièrement complexes, qu'il s'agisse de meurtres crapuleux inexpliqués, de viols sordides commis par des inconnus ou d'agressions d'une brutalité sauvage sans mobile apparent, trouvent désormais une résolution scientifique rapide et totalement irréfutable, souvent bien des années, voire des décennies entières après la commission effective des faits initiaux. Ce fichier génétique national n'a pas seulement permis de confondre efficacement de nouveaux criminels en série balbutiant avant même qu'ils n'aient tragiquement le temps matériel de multiplier leurs macabres victimes innocentes. Il a également offert l'immense opportunité d'explorer minutieusement et de résoudre miraculeusement les très vieux dossiers criminels tenaces, ces tragédies humaines poussiéreuses qui hantaient secrètement les étagères encombrées des palais de justice depuis des temps immémoriaux. Des familles éplorées, douloureusement plongées dans les tourments effroyables de l'incertitude insupportable et rongeuse pendant de très longues décennies, ont ainsi pu, grâce à la magie complexe de l'identification par l'acide désoxyribonucléique, obtenir enfin les terribles réponses définitives qu'elles attendaient avec un inépuisable désespoir, de voir un nom précis enfin mis sur l'auteur du drame insoutenable, et d'assister ultimement à la juste condamnation pénale tant attendue et espérée de l'assassin de leurs proches disparus. Ainsi, de manière paradoxale mais incontestablement véridique, l'horreur absolue perpétrée méthodiquement par Guy Georges a involontairement engendré une évolution sécuritaire majeure de la société qui protège aujourd'hui très activement et efficacement un nombre incalculable de citoyens français vulnérables face à la violence aveugle, contribuant significativement à rendre l'espace public beaucoup moins propice à l'épanouissement criminel des prédateurs cachés dans l'ombre complice. Le lourd sacrifice sanglant et dramatique des victimes parisiennes de la décennie des années 90 n'aura donc pas été totalement vain du point de vue judiciaire, puisqu'il a constitué le socle sanglant d'une immense révolution sécuritaire salvatrice pour les générations futures de notre nation. Pourtant, au-delà de ces immenses et incontestables considérations techniques complexes, au-delà des froids progrès scientifiques réalisés et des grandes évolutions fondamentales de notre système juridique répressif national, il demeure absolument vital, moralement impératif et profondément humain de revenir inlassablement, avec une humilité extrême et un respect infini, à la véritable essence même de cette tragédie colossale qui a si durablement marqué les consciences et les esprits. L'histoire lugubre et terrifiante du tueur de les Parisiens ne doit en aucun cas, sous aucun prétexte et à aucun moment, se réduire froidement à une simple victoire technique éclatante des forces de l'ordre persévérantes ou à un fascinant exploit clinique de la médecine légale contemporaine de très haut niveau. Cette affaire criminelle monumentale demeure avant toute chose, et pour l'éternité incontournable, une immense et indescriptible blessure humaine collective extrêmement profonde, une béance de douleur absolument infinie, insondable et perpétuellement douloureuse, qui a irrémédiablement, violemment et cruellement anéanti des vies entières pleines de belles promesses, tout en détruisant psychologiquement de manière définitive un nombre considérable de familles profondément affectées par la cruauté aveugle. Il est de notre devoir citoyen et moral absolu de se souvenir dignement, avec une tendresse compatissante inépuisable, du courage inouï, de la force de caractère admirable et de l'incroyable ténacité exceptionnelle dont ont su faire preuve avec une grande noblesse les parents brisés, les frères inconsolables et les amis meurtris des victimes tout au long de cette traversée ininterrompue d'un enfer judiciaire extrêmement long, d'une lenteur exaspérante et parsemée de très nombreuses fausses pistes désespérantes. Ce sont incontestablement eux qui, par leur pression humaine continue, par la dignité exemplaire de leur douleur publiquement exprimée et par leur inextinguible soif d'obtenir une justice équitable, sereine et implacable, ont contraint le lourd système institutionnel et étatique tout entier à refuser catégoriquement toute forme fatale de résignation coupable, l'obligeant à trouver les ressources intérieures pour vaincre le monstre terrifiant. C'est à la seule mémoire lumineuse, précieuse et inaltérable de ces magnifiques jeunes femmes arrachées à l'existence, c'est à leurs rêves brutalement pulvérisés et à leur merveilleux sourire à jamais perdu dans l'obscurité terrifiante que doit toujours être dédié l'ultime hommage solennel de cette rétrospective criminelle approfondie et minutieuse. Nous terminerons donc cette sombre immersion dans les abîmes insondables du mal humain absolu en prononçant une dernière fois avec un profond et infini respect leur simple prénom, afin que leurs précieux souvenirs humains puissent définitivement triompher de la froide cruauté bestiale et barbare de l'oubli ravageur, se souvenant éternellement de Pascal, Catherine, Elsa, Agnès, Hélène, Magali, et de la douce Estelle.
que leur prénom innocent, inscrit en lettres indélébiles dans la longue et tumultueuse histoire judiciaire de la capitale française, continue de résonner éternellement dans nos mémoires collectives éveillées. Nous rappelant inlassablement l'extrême fragilité de la vie humaine face aux ténèbres, et nous enjoignant collectivement à ne jamais cesser de lutter pour la préservation de la justice absolue. Une affaire criminelle d'une telle envergure ne s'éteint jamais véritablement avec la simple lecture d'un verdict de cour d'assises ou la lourde fermeture définitive des portes d'une cellule de haute sécurité sur un homme définitivement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible de 22 années pour cette meurtres effroyable et cette viol d'une brutalité indicible ayant terrorisé la capitale française de l'année 1904. 21 à l'année 1997. Car l'ombre de Guy Georges, cet individu né sous le nom de Guy Rampillon est tragiquement façonné par une enfance chaotique marquée par l'abandon précoce de ses deux parents dont un père soldat américain et une mère française. Continue de planer de manière indélébile sur l'histoire contemporaine de la justice pénale et de la police scientifique de notre pays. L'analyse rétrospective et minutieuse de son terrible parcours sanglant, depuis ses premiers délits mineurs, ses vols agressifs, ses multiples braquages à main armée, ses effroyables viols et ses terrifiantes tentatives de meurtre dans les sombres années 80. Jusqu'à sa libération absolument désastreuse après sa première grande condamnation judiciaire initiale prononcée en 1984. Nous confronte inévitablement à un gigantesque abîme de questionnements vertigineux concernant la capacité réelle et concrète de notre société moderne à identifier préventivement, à isoler psychologiquement et à neutraliser physiquement et efficacement les prédateurs les plus dangereux avant même qu'ils ne commettent l'irréparable horreur. Le fait même que cet homme extrêmement violent ait pu recouvrer une totale liberté de mouvement pour ensuite méticuleusement et silencieusement traquer de très jeunes femmes totalement innocentes rentrant seules chez elles à la nuit tombée dans les nombreux quartiers animés de l'Est parisien et de la vaste région d'Île-de-France demeure une cicatrice béante, douloureuse et éternellement brûlante dans la conscience collective nationale, illustrant de manière profondément tragique et viscéralement révoltante les immenses failles systémiques de l'évaluation psychiatrique criminelle et les limites dramatiques du suivi post-carcéral inefficace de cette époque particulièrement sombre. Cette longue impunité initiale, fruit empoisonné d'un certain aveuglement institutionnel chronique et d'un cloisonnement administratif désastreux des très nombreuses enquêtes policières complexes qui ont malheureusement et très longtemps laissé croire aux magistrats instructeurs à l'existence simultanée de plusieurs tueurs différents opérant de manière concurrente sur le même territoire urbain, a indéniablement offert aux prédateurs surnommés par la presse terrifiée la bête de la Bastille ou le tueur de les Parisiens un terrifiant et absolu sentiment de toute puissance destructrice. Ce funeste sentiment d'invulnérabilité lui a tristement permis d'affiner méthodiquement son épouvantable mode opératoire macabre consistant invariablement à surprendre lâchement ses malheureuses proies féminines au moment chronologique très exact où elles pensaient enfin trouver un repos bien mérité et un refuge absolu derrière la lourde porte de leur propre immeuble ou de leur appartement sécurisé. L'horreur viscérale et pure de ces actes barbares innommables, systématiquement perpétrés avec un acharnement aveugle et une sauvagerie animale qui défie totalement l'entendement humain le plus élémentaire, en les soumettant à une contrainte physique terrifiante sous la menace directe et glaçante d'une lame de couteau tranchante avant de les violer et de les assassiner froidement de très multiples coups mortels, a non seulement anéanti pour toujours la vie de cette magnifique jeune femme brillante, indépendante et pleine de promesses d'avenir, mais a également instillé un poison redoutable de méfiance perpétuelle et de terreur psychologique paralysante dans les veines mêmes de la capitale, transformant insidieusement chaque porche d'immeuble haussmannien mal éclairé et chaque cage d'escalier silencieuse en un piège mortel potentiel et redouté par des centaines de milliers de citadines angoissées. Il aura finalement fallu attendre l'avènement presque providentiel et miraculeux d'une immense révolution scientifique majeure survenue au tout début de l'année 1998. Porté à bout de bras par la détermination et la ténacité inébranlable de quelques experts légistes chevronnés et brillants pionniers en biologie moléculaire moderne, pour que l'assassin nocturne invisible laisse enfin une trace matérielle irréfutable et définitive sous la forme d'un profil génétique unique liant indiscutablement et mathématiquement toutes ces scènes de crimes cauchemardesques et si disparates à un seul et unique auteur sanguinaire. La puissance mathématique absolue, infaillible et implacable de la science génétique moderne a alors soudainement balayé avec une force inouïe tous les anciens doutes persistants.
Les nombreuses fausses pistes chronophages et les hypothèses d'enquête policière erronées qui encombraient inutilement les vastes bureaux de la brigade criminelle parisienne. Offrant enfin une identité nominative et un visage précis à l'horreur absolue lorsque cet échantillon d'acide désoxyribonucléique inconnu a très formellement et incontestablement correspondu à celui de Guy Georges. Un dangereux criminel récidiviste qui était déjà tristement et abondamment répertorié dans les volumineuses archives judiciaires pour des agressions antérieures. Son interpellation surprenante survenue de manière totalement inattendue et sans la moindre résistance physique de sa part près de la très animée Place Blanche en plein cœur de Paris le jeudi 26 mars 1998 a certes marqué la fin abrupte et salvatrice d'une très longue psychose collective éprouvante. Mais elle a également et surtout ouvert la grande voie à une très profonde, sérieuse et indispensable introspection législative et nationale ayant directement et rapidement abouti à la création salutaire et historique du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Ce puissant outil d'investigation policière révolutionnaire qui a depuis lors permis d'élucider avec succès d'innombrables affaires criminelles extrêmement complexes, anciennes ou récentes, et de protéger potentiellement la vie de dizaines de milliers d'innocents. Le très long, lourd et émotionnellement extrêmement éprouvant procès pénal qui s'est tenu solennellement devant la cour d'assises en l'année 2001 a ainsi constitué l'ultime confrontation nécessaire et publique entre la barbarie pure et aveugle et les fondements mêmes de notre civilisation démocratique. Obligeant cet accusé manipulateur, qui s'était tout d'abord fermement et lâchement retranché derrière un système de déni obstiné, mensonger et totalement révoltant pour les familles, à faire finalement face de plein fouet au poids écrasant, insoutenable et totalement incontestable des multiples preuves scientifiques irréfutables accumulées méthodiquement contre lui par les experts. Sous la formidable pression psychologique de l'évidence génétique écrasante, cet homme déchu a fini par craquer et par admettre très laborieusement, mais avec une précision clinique absolument glaçante, l'intégralité de ces atrocités meurtrières sous le regard infiniment digne mais incommensurablement douloureux et dévasté des parents, des amis et des proches de Pascal Escarfaille, cette jeune fille de 19 ans à peine dont la vie s'ouvrait à peine, de Catherine Rocher-Fauché à 27 ans, d'Elsa Benadi tuée à 22 ans, d'Agnès Nican assassinée à 33 ans, d'Hélène Franquin morte à 27 ans, de Magali Sirotti massacrée à 19 ans, et de la jeune Estelle Magde qui a tragiquement perdu la vie à 25 ans. C'est cette malheureuse victime officiellement reconnue par la justice dont les non-innocents doivent impérativement rester à tout jamais gravés dans notre mémoire collective comme le symbole éternel et tragique d'une jeunesse sauvagement fauchée et d'une innocence brutalement sacrifiée par un mal profond que la société entière n'avait manifestement pas su anticiper de manière adéquate ni endiguer à temps utile. En contemplant posément et lucidement l'héritage d'une telle et monumentale tragédie humaine à travers le prisme implacable du temps qui passe et de l'évolution salvatrice de nos institutions policières et judiciaires républicaines, il devient de plus en plus flagrant et évident que la ténébreuse affaire Guy Georges ne représente aucunement et simplement un banal chapitre sombre et révolu de la longue histoire criminelle française, mais bel et bien plutôt un immense séisme fondateur et destructeur ayant radicalement redessiné et renforcé toute l'architecture complexe de la criminologie moderne et des techniques d'investigation de pointe en France. Cette vertigineuse affaire nous rappelle constamment, avec une froideur et une cruauté inouïes, que la vigilance citoyenne absolue, la rigueur procédurale extrême et le développement ininterrompu du progrès scientifique et technique demeurent incontestablement nos seules véritables et ultimes armes efficaces pour lutter fermement face aux abîmes noirs et insondables de la perversité humaine et de la psychopathie meurtrière qui se cachent hélas encore, parfois très discrètement sous les traits les plus banals, ordinaires et insoupçonnables de notre environnement quotidien et de notre dense tissu urbain. Cette très longue et indispensable rétrospective factuelle et minutieuse nous force inexorablement à regarder la terrible réalité bien en face, sans le moindre artifice romantique ni la moindre complaisance coupable ou fascination déplacée envers le meurtrier, pour tenter de comprendre rationnellement comment un tout petit garçon profondément malheureux, qui avait été si cruellement abandonné à son triste sort par un père militaire lointain et une mère démissionnaire avant d'être confié au sévice du système de placement de l'assistance publique, a pu tragiquement se transformer lentement, au fil des rejets affectifs successifs, des carences éducatives béantes et des multiples échecs institutionnels évidents, en une redoutable, froide et mécanique machine à tuer, totalement dénuée de la plus petite once d'empathie humaine ou de compassion naturelle.
Le fait de savoir que ce jeune garçon avait déjà expressément manifesté sa dangerosité létale dès l'âge critique de 14 ans en tentant délibérément d'étrangler avec une violence inouïe l'une de ses jeunes sœurs d'accueil souffrant d'un lourd handicap mental. Puis en agressant gravement une seconde sœur d'accueil 2 années plus tard, démontre de manière accablante que les signaux d'alarme étaient bel et bien présents, clignotant au rouge vif, mais qu'ils ont été tragiquement ignorés. Minimisé ou mal géré par les services sociaux de l'époque qui se sont contentés de le reprendre en charge administrativement sans traiter la racine profonde de sa folie naissante. La funeste métamorphose complète du jeune Guy Rampillon perturbé en l'insaisissable monstre Guy Georges est une véritable descente aux enfers chronologiques qui met irrémédiablement en exergue la lourde responsabilité morale et collective d'un système judiciaire, pénitentiaire et psychiatrique qui s'est révélé totalement incapable de contenir, de soigner ou de punir de manière définitivement protectrice cette effroyable violence juvénile lorsqu'elle s'est initialement manifestée dans la sphère domestique fermée. Cette grave défaillance préventive a hélas laissé le temps nécessaire pour que germe, se structure et s'épanouisse librement une redoutable psychopathie meurtrière. Un sadisme froid et calculateur qui allait inéluctablement et violemment exploser en plein cœur des rues si familières et autrefois rassurantes de la capitale française seulement quelques courtes années plus tard, transformant l'espace intime du domicile de ses victimes en un macabre théâtre privilégié pour l'assouvissement de ses pulsions destructrices inarrêtables et sanglantes. Le grand silence lourd, solennel et pesant qui a immédiatement suivi la ferme lecture finale de son verdict définitif de culpabilité à l'issue de son long procès retentissant résonne encore avec une force intacte aujourd'hui comme une immense et vibrante promesse solennelle publiquement faite par la nation entière aux victimes disparues et à leurs familles éternellement inconsolables. La promesse inaltérable et sacrée que les leçons si cruellement tirées de leurs morts atroces, violentes et profondément injustes ne seront absolument jamais oubliées par les autorités judiciaires ou balayées par l'indifférence du temps qui s'écoule inexorablement. C'est la ferme garantie institutionnelle que chaque nouvelle empreinte génétique rigoureusement prélevée par les enquêteurs et numériquement enregistrée avec soin dans les immenses serveurs des bases de données nationales centralisées constituera à l'avenir un bouclier technologique puissant, une arme d'investigation massive et un rempart supplémentaire indispensable dressé contre l'émergence ou la résurgence soudaine d'une telle barbarie aveugle au sein de notre société démocratique moderne. La terrible et douloureuse saga sanglante de cet homme sans âme a ainsi paradoxalement forgé les outils qui nous protègent désormais, garantissant avec beaucoup plus de certitude et d'efficacité scientifique que le cauchemar terrifiant, étouffant et mortel imposé par la redoutée bête de la Bastille ne puisse plus jamais se reproduire de manière aussi prolongée, avec une telle ampleur géographique et un tel sentiment d'impunité totale dans les rues animées et lumineuses de notre beau pays. Nous concluons de cette manière exhaustive cette longue, éprouvante et très tragique exploration des sombres méandres psychologiques du crime sériel, non pas par une sombre résignation face à la fatalité du mal, mais bien par un puissant, vibrant et silencieux appel civique à la mémoire inébranlable, à l'exigence d'une justice pérenne, ferme et incorruptible, ainsi qu'à la défense inconditionnelle, acharnée et absolue du caractère merveilleusement sacré, précieux et inaliénable de chaque vie humaine menacée par les assauts toujours possibles de la sauvagerie prédatrice et de la violence meurtrière. L'écho lointain de cette affaire criminelle d'une ampleur sans précédent continue de résonner avec une intensité troublante et une acuité particulièrement douloureuse dans les mémoires de tous ceux qui ont vécu cette sombre époque parisienne. Car l'arrestation de Guy Georges ne marque pas simplement la fin d'une psychose urbaine terrifiante mais le début d'une longue et complexe réflexion sociétale sur la genèse de la violence extrême et les moyens institutionnels de la prévenir. L'homme que les journaux avaient hâtivement et effroyablement surnommé le tueur de les Parisiens ou la bête de la Bastille a laissé derrière lui un sillage de destruction humaine si vaste et si profond qu'il a définitivement altéré la perception même de la sécurité dans les rues lumineuses de la capitale française. Penser à la décennie des années 90 à Paris, c'est inévitablement se remémorer cette angoisse poisseuse et invisible qui s'insinuait chaque soir à la tombée de la nuit, transformant le simple acte quotidien de rentrer chez soi en une épreuve psychologique redoutable pour des milliers de jeunes femmes innocentes. Le modus operandi de cet assassin impitoyable, qui consistait à traquer silencieusement ses proies pour les surprendre au moment exact où elles franchissaient le seuil supposé protecteur de leur domicile, a violé de la manière la plus abjecte et la plus barbare le concept même de sanctuaire intime. Il est absolument fondamental de ne jamais détourner le regard de l'horreur pure et indicible de ces actes, de ces passages à tabac d'une sauvagerie inouïe.
De ses viols dégradants et de ses innombrables coups de couteau mortels infligés avec une rage destructrice qui dépasse totalement l'entendement humain. Mais au-delà de la description clinique et insoutenable des scènes de crime, cette tragédie monumentale nous interroge implacablement sur les innombrables défaillances et les silences complices d'un système de protection de l'enfance et d'une administration pénitentiaire qui ont lamentablement échoué à endiguer la métamorphose macabre de Guy Rampillon. Cet enfant né en 1962, abandonné au tout premier jour de sa fragile existence par un père militaire américain évanescent et une mère française défaillante, a été très tôt ballotté dans les méandres froids et impersonnels de l'assistance publique, développant dans ce vide affectif abyssal une propension tenace et grandissante à la violence physique la plus brutale. Les signaux d'alerte rouge sang étaient pourtant d'une clarté aveuglante, notamment lorsqu'à accent grave l'âge de 14 ans seulement, il avait froidement et délibérément tenté d'étrangler de ses propres mains l'une de ses jeunes sœurs d'accueil lourdement handicapée mentale, démontrant déjà une prédilection terrifiante et lâche pour les victimes totalement vulnérables et incapables de se défendre. L'incapacité flagrante des institutions sociales à traiter la racine de cette violence juvénile pathologique, suivie de son renvoi pur et simple au service de l'État après une seconde agression physique sur une autre de ses sœurs d'accueil à l'âge de 16 ans, a pavé la voie funeste qui l'a inexorablement conduit vers les bas-fonds criminels de la région parisienne. Ses premières condamnations judiciaires sévères dans le courant des années 80 pour des faits gravissimes de vol à main armée, de viols avérés et de tentatives d'assassinat auraient dû constituer un rempart définitif et infranchissable pour protéger la société de sa psychopathie galopante. Pourtant, sa libération légale mais profondément tragique et irresponsable après avoir purgé sa peine carcérale sans aucun suivi psychiatrique contraignant ni aucune surveillance policière post-pénale adéquate a été l'erreur institutionnelle fatale qui a directement armé le bras du tueur en série, lui offrant sur un plateau d'argent l'anonymat protecteur des grandes avenues parisiennes pour perfectionner froidement sa technique de chasse mortelle. L'errance des multiples groupes de la brigade criminelle française, qui ont pendant de trop longues années travaillé en vase clos sans jamais parvenir à relier les différents dossiers sanglants en raison de variations superficielles sur les nombreuses scènes de crime, témoigne des limites structurelles dramatiques des méthodes d'investigation traditionnelles de cette époque révolue. Il aura fallu l'accumulation insoutenable de ces cadavres atrocement mutilés, des milliers de personnes interrogées en vain, des milliers de fausses pistes explorées avec l'énergie du désespoir et la mobilisation de moyens policiers absolument titanesques pour qu'une véritable prise de conscience hiérarchique et scientifique s'opère enfin dans la douleur. Le tournant miraculeux et magistral survenu au tout début de l'année 1998 grâce à la science de la génétique moléculaire restera à tout jamais gravé dans les annales de la justice pénale mondiale comme le moment précis où la biologie a vaincu le crime parfait. La comparaison minutieuse et extrêmement complexe de plus d'un millier d'échantillons d'acide désoxyribonucléique a permis d'extraire la vérité mathématique irréfutable du chaos des investigations, prouvant formellement que toutes ces horreurs absolues étaient l'œuvre exclusive d'un seul et unique prédateur insaisissable. L'identification foudroyante de cet ADN inconnu avec le profil biologique de Guy Georges, un criminel déjà tristement connu des fichiers de police pour des agressions antérieures, a constitué un véritable choc sismique, mêlant l'immense soulagement de détenir enfin l'identité du monstre à la rage froide de constater qu'il était déjà passé entre les mailles du filet de la justice pénale. Son arrestation si singulièrement calme, docile et presque surréaliste près de la place Blanche le jeudi 26 mars 1998, sans la moindre résistance physique de la part de cet individu pourtant capable des pires atrocités imaginables, a mis un terme définitif à la plus grande et la plus angoissante chasse à l'homme de l'histoire moderne du pays. Mais cette arrestation physique salvatrice n'était en réalité que le prélude indispensable au gigantesque et très éprouvant affrontement judiciaire qui allait se dérouler 3 ans plus tard devant la cour d'assises de Paris. Ce procès historique, empreint d'une lourdeur émotionnelle totalement étouffante, a été le théâtre tragique de la confrontation ultime entre le cynisme absolu du prédateur et la douleur incommensurable des familles des innocentes victimes. Le déni initial, farouche, révoltant et systématique de l'accusé face aux magistrats et aux proches effondrés a ajouté une forme de torture psychologique supplémentaire et intolérable à un dossier déjà saturé d'horreur pure. C'est uniquement l'inébranlable certitude scientifique de la preuve génétique, froidement et implacablement présentée à la barre par les plus éminents experts légistes de la nation, qui a fini par fissurer la carapace narcissique et monstrueuse du tueur.
le forçant à s'effondrer et à avouer un par un ses 7 meurtres abominables et ses 7 viols effroyables. La condamnation suprême et incontestable prononcée le jeudi 5 avril de l'année 2001 à la peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie de la période de sûreté la plus sévère, stricte et maximale de 22 années incompressibles de détention prévue par la législation française, a apporté une forme de soulagement légal indispensable et une réponse pénale totalement proportionnée à l'extrême gravité des actes reprochés. Cependant, la portée véritable et historique de cette affaire criminelle exceptionnelle réside fondamentalement dans son héritage systémique et législatif immédiat, notamment à travers la création fondatrice, urgente et vitale du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Ce puissant outil biométrique centralisé, directement né du sang tragiquement versé par les 7 jeunes femmes assassinées, a révolutionné de fond en comble et de manière irréversible toutes les futures pratiques de la police technique et scientifique en France, devenant l'arme absolue qui a depuis permis de résoudre avec brio d'innombrables affaires criminelles complexes, d'éviter de potentielles erreurs judiciaires dramatiques et de neutraliser préventivement d'autres dangereux prédateurs avant qu'ils ne multiplient leur proie. Ainsi, de la mort injuste, insoutenable et totalement absurde de ces victimes innocentes a germé paradoxalement un système de protection citoyenne redoutablement efficace qui veille aujourd'hui inlassablement sur la sécurité de la population entière. Mais aucune avancée scientifique majeure, aucune réforme institutionnelle brillante et aucune condamnation pénale aussi lourde et définitive soit-elle ne pourra jamais effacer le chagrin abyssal, combler le vide béant ou réparer les existences définitivement brisées par la folie meurtrière de cet assassin nocturne. C'est pourquoi ce récit détaillé, objectif et rigoureux, qui a refusé catégoriquement de romantiser la figure du tueur ou de minimiser la barbarie innommable de ses agressions, se doit de s'achever par une ultime, respectueuse et vibrante pensée dédiée exclusivement à la mémoire lumineuse des disparus. Leurs 7 destins brisés, leurs 7 sourires effacés et leurs 7 vies fauchées en pleine jeunesse constituent le cœur battant et douloureux de cette immense tragédie française, nous rappelant avec une infinie tristesse la valeur inestimable, la fragilité poignante et le caractère merveilleusement sacré de chaque existence humaine, tout en nous enjoignant solennellement et éternellement à ne jamais faire preuve de la moindre complaisance face à la violence, à toujours soutenir l'avancée de la vérité judiciaire, à cultiver une empathie inébranlable pour toutes les victimes de la brutalité, et à veiller jalousement, avec une vigilance collective constante, civique et inflexible, à ce que l'ombre glaciale de tels monstres prédateurs ne puisse absolument plus jamais s'étendre en toute impunité sur les vies innocentes, libres et insouciantes de notre société, honorant ainsi dignement, humainement et à tout jamais, par notre souvenir indéfectible, la mémoire inaltérable de Pascal, de Catherine, d'Elsa, d'Agnès, d'Hélène, de Magali et d'Estelle. Leur souvenir doit demeurer une flamme perpétuellement ardente au cœur de notre histoire contemporaine, éclairant les consciences sur la nécessité vitale d'une justice toujours plus perspicace, protectrice et implacable face au crime absolu. Chaque jour qui passe, chaque nouvelle avancée dans le domaine de la criminologie, chaque magistrat qui étudie minutieusement un dossier complexe, chaque policier qui patrouille courageusement dans les rues assombries de la capitale, porte en héritage silencieux le lourd fardeau moral de cette époque terrifiante et l'impérieux devoir de ne jamais laisser une telle atrocité se reproduire. La ville de Paris, avec son architecture éblouissante, sa culture foisonnante et sa poésie intemporelle, porte encore secrètement, dans les replis cachés de ses ruelles de l'Est et dans le silence pesant de certains halls d'immeubles, la cicatrice invisible mais profonde de ces 7 vies injustement volées à l'affection de leurs proches et à la promesse d'un avenir radieux. En racontant méticuleusement cette sinistre affaire, de la genèse psychologique glaçante d'un tueur né de l'abandon absolu et nourri par une violence institutionnelle non contenue, jusqu'à l'apothéose scientifique salvatrice qui a définitivement refermé le piège sur ces actes ignobles, nous accomplissons un acte de mémoire collective fondamental et incontournable. Nous refusons de concéder la moindre parcelle de fascination malsaine à la noirceur pathologique de l'esprit criminel, pour concentrer toute notre humanité, toute notre compassion et tout notre respect inaltérable vers celles qui n'ont pas survécu à la barbarie. Leurs noms, égrenés avec ferveur tout au long de ce récit authentique, sont bien plus que de simples éléments d'une chronologie macabre, ils sont les gardiens éternels de notre vigilance, les symboles purs de la fragilité de notre condition humaine.
et l'injonction morale la plus puissante à défendre sans relâche le droit inaliénable de chaque individu à vivre dans la sécurité, la paix et la dignité, loin de la menace sournoise et inacceptable des prédateurs qui se tapissent lâchement dans l'ombre de nos sociétés urbaines. Il est donc de notre responsabilité suprême, en tant que citoyens éclairés et dépositaires de cette mémoire douloureuse, de transmettre fidèlement les leçons universelles de cette effroyable tragédie aux générations futures. Que cette terrible histoire vraie, scrupuleusement purgée de toute fiction et solidement ancrée dans la rigueur absolue des faits documentés, serve à jamais d'avertissement solennel contre les dérives tragiques de l'indifférence sociale et des négligences judiciaires du passé. Que la souffrance indicible des familles endeuillées, qui ont affronté cette épreuve incommensurable avec une bravoure et une dignité qui forcent l'admiration inconditionnelle de la nation entière, soit éternellement reconnue et respectée. Et que la mémoire scintillante, délicate et inoubliable de ces 7 jeunes victimes innocentes, brutalement sacrifiées sur l'autel de la folie meurtrière et de l'injustice la plus cruelle, continue d'inspirer chaque jour notre quête incessante, indéfectible et inébranlable d'un monde plus juste, plus sûr, et profondément plus humain. L'empreinte indélébile laissée par l'affaire tragique de Guy Georges dans l'histoire criminelle de la France contemporaine dépasse de très loin le simple cadre d'une enquête policière pour devenir une véritable cicatrice béante inscrite à tout jamais dans la mémoire collective et dans la chair même de la capitale parisienne. Car l'évocation de cette période d'effroi absolu qui s'est étendue sans relâche de l'année 1991 à l'année 1997 continue de provoquer un frisson de terreur rétrospective chez tous ceux qui se souviennent de ces nuits angoissantes où le tueur de les Parisiens rôdait en toute impunité dans l'ombre des rues de la ville lumière. L'horreur viscérale de cette longue décennie de meurtres réside non seulement dans la barbarie indicible des actes commis, mais également dans la terrifiante banalité des lieux choisis par ce prédateur implacable pour frapper ses victimes innocentes. Transformant les porches d'immeubles haussmanniens, les cages d'escalier silencieuses et les sas de sécurité autrefois perçus comme des refuges inviolables en de véritables pièges mortels où s'est joué le destin brisé de cette jeune femme dont le seul tort était de rentrer chez elle après une journée ordinaire. La figure sinistre de la bête de la Bastille incarne à elle seule l'échec tragique et retentissant de tout un système de protection sociale, institutionnelle et judiciaire qui n'a pas su, ou pas pu, entendre les nombreux signaux d'alarme assourdissants qui jalonnaient pourtant le parcours chaotique de cet homme depuis sa plus tendre enfance, lui qui, né en 1962 d'un père militaire américain et d'une mère française l'ayant immédiatement abandonné, portait déjà en lui les germes destructeurs d'une violence inouïe nourrie par une carence affective abyssale et un rejet matriciel originel. L'examen minutieux de sa genèse criminelle nous ramène inlassablement à ses premiers actes d'une brutalité terrifiante perpétrée au sein même de sa famille d'accueil, lorsqu'Ax engrave l'âge de 14 ans seulement. Il avait froidement tenté de tuer par strangulation sa propre sœur d'accueil lourdement handicapée mentale, avant de récidiver avec une violence redoublée 2 années plus tard sur une autre sœur d'accueil, signant ainsi son retour forcé et définitif vers les services sociaux de l'État qui se sont retrouvés tragiquement désarmés face à la constitution évidente d'une psychopathie meurtrière. La justice pénale des années 80, bien qu'ayant condamné sévèrement ce jeune adulte devenu un redoutable criminel de rue pour une série effroyable de vols à main armée, de viols et de tentatives d'assassinat commis dans la capitale, a commis l'erreur fatale et irréversible de le relâcher dans la nature sans aucun encadrement psychiatrique adéquat, offrant ainsi à cet individu extrêmement dangereux l'opportunité macabre de perfectionner son mode opératoire mortel et de fondre silencieusement sur ses futures proies nocturnes. L'escalade de la violence qui a suivi sa remise en liberté est d'une horreur absolue, caractérisée par une méthode de chasse d'une froideur inouïe consistant à repérer scrupuleusement de jeunes femmes vulnérables, à les filer silencieusement dans l'obscurité protectrice de la nuit parisienne, puis à surgir brusquement au moment précis où leur vigilance s'estompait, les maîtrisant brutalement sous la menace directe et paralysante d'un couteau acéré pour les entraîner de force dans l'intimité violée de leur propre domicile ou dans les recoins sombres de leur immeuble. Ce qui se déroulait alors dans ce huis clos cauchemardesque dépasse l'entendement humain le plus élémentaire, car le prédateur ne se contentait pas de terroriser et de violer sauvagement ses victimes, il s'acharnait sur leur corps avec une frénésie meurtrière insoutenable, les rouant de coups d'une sauvagerie animale avant de leur infliger des dizaines de coups de couteau mortels avec une volonté délibérée de profaner leur intégrité physique et d'anéantir toute trace de vie, laissant derrière lui des scènes de crimes d'une brutalité visuelle et symbolique si traumatisante que les enquêteurs les plus endurcis de la brigade criminelle en restaient profondément bouleversés.
Face à ce carnage répété, l'appareil policier français s'est longtemps retrouvé embourbé dans un labyrinthe d'hypothèses erronées. La variabilité des scènes de crime et la cruauté inouïe des meurtres ayant dramatiquement poussé les magistrats à croire à la présence simultanée de plusieurs assassins distincts sévissant en concurrence dans l'Est parisien. Ce qui a eu pour conséquence funeste de fragmenter considérablement les efforts d'investigation, de multiplier vainement les dizaines de milliers d'interrogatoires inutiles et de repousser tragiquement l'identification du véritable coupable unique. Il aura fallu attendre l'aube miraculeuse de l'année 1998 pour que la science moléculaire naissante vienne supplanter magistralement l'intuition humaine défaillante. L'expertise méticuleuse de plus d'un millier de prélèvements génétiques ayant enfin permis d'isoler un profil d'acide désoxyribonucléique unique reliant mathématiquement et irréfutablement l'ensemble de ces abominations sanguinaires, profil qui, en correspondant miraculeusement à l'empreinte biologique déjà répertoriée du nommé Guy Georges, a fait l'effet d'une véritable déflagration libératrice au sein du monde judiciaire. La capture presque irréelle et totalement pacifique de ce monstre sanguinaire aux abords de la Place Blanche le jeudi 26 mars 1998 a mis un terme physique à la terreur. Mais elle a surtout ouvert la voie à un affrontement psychologique et institutionnel sans précédent qui a trouvé son point d'orgue lors du procès retentissant et sous très haute tension organisé devant la cour d'assises de Paris en l'année 2001. Dans ce sanctuaire solennel de la justice républicaine, l'accusé a d'abord opposé un déni arrogant, systématique et profondément insultant à la douleur incommensurable des familles des victimes, se retranchant lâchement derrière un mur de mensonges éhontés jusqu'à ce que la puissance probante écrasante et inattaquable de la preuve scientifique génétique, exposée avec une rigueur clinique par les experts à la barre, ne finisse par briser sa carapace narcissique et le contraigne à avouer l'innommable, détaillant avec une froideur terrifiante la litanie sanglante de ses 7 meurtres, de ses 7 viols et de ses multiples agressions sexuelles. La condamnation implacable, juste et souveraine à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible et maximale de 22 années a constitué une réponse pénale absolue et définitive pour écarter à tout jamais ce prédateur incontrôlable de la société civile. Mais elle a également servi de puissant catalyseur pour une profonde remise en question institutionnelle ayant abouti à la création fondamentale du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Un outil d'investigation biométrique révolutionnaire qui a depuis redessiné entièrement le paysage de la police scientifique française en permettant de résoudre d'innombrables affaires criminelles complexes et de prévenir de futures tragédies. Ce lourd héritage technologique et législatif, né directement du sang versé par les victimes innocentes de la décennie des années 90, témoigne de la capacité résiliente d'une nation à tirer les leçons les plus douloureuses de ses propres défaillances pour forger des instruments de protection citoyenne plus performants et plus protecteurs. Mais derrière la froideur objective des évolutions juridiques et la sophistication croissante des techniques policières, il demeure une vérité humaine fondamentale, absolue et inaltérable qui doit constituer le cœur vibrant de notre mémoire collective, car aucune victoire scientifique, aucune peine de prison aussi longue soit-elle, ne pourra jamais effacer l'immense chagrin, ramener les vies fauchées ou réparer les cœurs définitivement brisés des familles qui ont été violemment amputées d'une part essentielle d'elles-mêmes. C'est pourquoi la conclusion véritable, morale et éternelle de ce sombre récit ne se trouve pas dans l'analyse clinique de l'esprit d'un tueur en série, ni dans la célébration des progrès de l'enquête moderne, mais bien dans le souvenir respectueux, digne et inébranlable de celles qui ont été arrachées à la vie avec une cruauté indicible, c'est cette jeune femme lumineuse dont les espoirs, les passions et les promesses d'avenir ont été engloutis dans les ténèbres des cages d'escalier parisiennes. L'histoire criminelle retiendra le nom du bourreau, mais notre devoir d'humanité exige que nous ne prononcions qu'avec une infinie tendresse et un profond respect les prénoms de Pascal Escarfaille, arraché à la vie à l'âge de 19 ans, de Catherine Rocher, tuée à 27 ans, d'Elsa Benadi, fauchée à 22 ans, d'Agnès Niikan, assassinée à 33 ans, d'Hélène Franquigne, morte à 27 ans, de Magali Sirotti, martyrisée à 19 ans, et d'Estelle Magde, tombée à 25 ans, afin que leur souvenir demeure à tout jamais une lueur incandescente défiant la nuit, nous rappelant inlassablement l'infinie préciosité de chaque existence, la fragilité de notre condition face à l'émergence soudaine du mal absolu, et l'impérieuse nécessité collective de veiller sans relâche à ce que la justice, la compassion et la vérité triomphent éternellement de la barbarie, de l'oubli et du silence mortifère.
La cicatrice laissée par cette affaire est également profondément incrustée dans la mémoire des innombrables officiers de police judiciaire, magistrats instructeurs, médecins légistes et techniciens de scènes de crime qui ont consacré des années entières de leur existence à traquer ce fantôme urbain, sacrifiant leur propre sommeil et leur propre équilibre psychologique face à des visions d'horreur qu'aucun être humain ne devrait jamais avoir à contempler, portant à jamais le fardeau invisible d'avoir été les témoins directs de la plus sombre abjection humaine. Le travail acharné, la persévérance inébranlable et l'abnégation totale de ces serviteurs de l'État, confrontés à la pression écrasante de l'opinion publique et aux attentes désespérées des familles, méritent d'être soulignés avec force, car ce sont eux qui, malgré les impasses cruelles et les errements initiaux de l'enquête fragmentée, ont continué à chercher inlassablement la vérité dans les ténèbres, finissant par s'en remettre avec une humilité salutaire à l'objectivité impartiale de la biologie moléculaire lorsque les méthodes traditionnelles d'investigation avaient avoué leurs limites dramatiques. Le basculement épistémologique provoqué par l'irruption de la preuve génétique dans les prétoires français a non seulement bouleversé l'équilibre des forces lors du grand procès de l'année 2001, mais il a également redéfini la nature même de l'intime conviction des jurés d'assises. Ces citoyens ordinaires brusquement appelés à juger l'innommable, qui ont trouvé dans la certitude mathématique inébranlable de l'acide désoxyribonucléique le socle inattaquable sur lequel fonder un verdict de culpabilité sans appel, balayant d'un revers de main souverain les ultimes tentatives pathétiques de l'accusé pour échapper à ses responsabilités écrasantes. Cette tragédie nationale nous enseigne par ailleurs avec une terrible acuité que l'anonymat réconfortant des grandes métropoles modernes, ce foisonnement de solitude croisée qui fait le charme si particulier de la vie parisienne, constitue également le terreau idéal pour la dissimulation et l'épanouissement des prédateurs les plus redoutables, capables d'arborer le masque trompeur de la normalité diurne pour mieux libérer leurs pulsions destructrices et sanguinaires une fois la nuit tombée, nous condamnant collectivement à une forme de vigilance citoyenne perpétuelle et à une solidarité accrue face aux menaces diffuses qui planent sur les espaces publics et privés. La figure du tueur de lait parisien ne doit en aucun cas être mystifiée ou érigée en mythe macabre, elle doit au contraire être froidement déconstruite et étudiée comme le produit tragique et dévastateur d'une série de défaillances systémiques accumulées, depuis l'effondrement originel de la cellule familiale jusqu'à l'incapacité de l'institution carcérale à évaluer la dangerosité persistante d'un criminel récidiviste, nous obligeant à repenser fondamentalement nos politiques de prévention, de prise en charge psychiatrique et de suivi socio-judiciaire pour les individus présentant des profils asociaux d'une telle dangerosité. L'histoire de la traque de Guy Georges est en définitive une immense fresque sociologique et criminelle qui illustre la lutte éternelle, acharnée et indispensable de la civilisation humaine contre ses propres démons intérieurs, une lutte où la lumière de la vérité scientifique, la détermination sans faille de la justice institutionnelle et le courage admirable des victimes survivantes et des familles endeuillées ont fini par triompher de l'obscurantisme le plus abject, assurant par là même que le sacrifice de Pascal, Catherine, Elsa, Agnès, Hélène, Magali et Estelle ne sombrera jamais dans le néant de l'oubli et continuera d'inspirer les générations futures dans leur quête incessante d'un monde où l'innocence sera enfin protégée de la barbarie aveugle et de la cruauté préméditée. Ainsi, en refermant définitivement ce chapitre extrêmement douloureux mais historiquement fondamental des annales criminologiques françaises, il convient de méditer solennellement sur la résilience extraordinaire de l'esprit humain, capable de traverser les épreuves les plus insoutenables et de transformer la douleur la plus profonde en un moteur de changement législatif et de progrès scientifique, honorant de la plus belle des manières la mémoire sacrée de celles qui nous ont quittés tragiquement, et affirmant avec une force inébranlable que la quête de justice, la quête de vérité et le respect inconditionnel de la vie humaine resteront à tout jamais les fondements inébranlables de notre société moderne face à l'adversité la plus sombre.